cursus agro pendant 30 ans, grands-parents agriculteurs également, parents cuisiniers. Voilà, donc du coup, j'ai toujours baigné dans ce monde agroalimentaire qui me passionne et je trouve que l'alimentation est une formidable réponse à l'ensemble des enjeux qu'on a à adresser aujourd'hui, qu'ils soient sociétaux, qu'ils soient écologiques, qu'ils soient de santé publique. Donc, j'ai créé il y a 12 ans BioFuture avec deux marques alimentaires, Quintessence et Node, et la volonté de, sur les huiles, notamment sauces et condiments, de revisiter ce qu'on a dans nos placards, mais avec un cahier des charges assez exigeant, puisqu'on est en agriculture bio, qu'on est en optimisation nutritionnelle sur tous nos produits, qu'on est en agriculture locale, donc en agriculture française, et sans aucun additif garanti. Voilà. Et donc, on essaie de faire des produits qui sont bons sur tous les plans. On est distribué en grande distribution depuis 2 ans et depuis 10 ans en magasin bio dans à peu près l'ensemble des enseignes. Et on est une petite vingtaine de collaborateurs. Voilà. Parfait, bah, merci beaucoup Sébastien pour cette présentation. C'est parfait, c'est top. Et merci pour Euh, l'invitation, Catherine, parce que je suis très content d'être là, parce que c'est évidemment aussi un sujet qui me passionne à partir du moment où on considère que ce sont vraiment les hommes qui font les entreprises et pas l'inverse. hmm. La marque employeur, c'est un sujet clé. Chez nous, comme je pense chez beaucoup d'entreprises. Oui, oui, et là, on est au cœur du label PME+, qui est un des piliers, voilà, l'empreinte emploi et qui va faire partie, voilà, des engagements. Donc, effectivement, ça répond totalement à des questionnements que peuvent se poser des PME. Parce qu'on pense marque employeur, et là, c'est vrai que est-ce que Sébastien, je peux te demander d'enlever le partage d'écran? On verra mieux tous, peut-être. Voilà, Voilà. parfait. Voilà, je vais commencer en redéfinissant la marque employeur. C'est quelque chose d'assez large. Donc, pour synthétiser, on va recadrer un petit peu ce dont on parle. Donc, ça permet de se différencier de ses concurrents, de générer de l'attractivité et d'attirer les bons candidats. Donc, le concept s'est apparu en France à la fin des années 90 et c'est souvent réduit à une opération de communication de recrutement, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus que ça. Ça permet de donner du sens. Donc, ce n'est pas uniquement un concept RH ou de communication, mais un véritable sujet de gouvernance aussi stratégique que la marque corporate. Ça renvoie à la notion d'attractivité de l'entreprise sur le marché de l'emploi. La marque employeur joue un rôle d'attraction et d'engagement auprès des candidats et des salariés. Et c'est assez similaire, hein, si on veut comparer, au rôle qu'exerce la marque commerciale sur les consommateurs. Donc, ça concerne à la fois l'identité de l'entreprise, sa culture, ses valeurs et ses principes de fonctionnement. Donc, ça a pour objectif de rendre la culture d'entreprise explicite auprès de l'externe, de donner une image authentique, réaliste, engageante de ce qu'est l'entreprise en tant qu'employeur, dans un objectif de performance de l'entreprise. Donc, pour attirer les talents en adéquation avec les valeurs de l'entreprise et pour favoriser l'engagement des collaborateurs. Voilà pour résumer si on veut, le sujet. Mais justement, Sébastien, votre entreprise, donc BioFuture, se distingue par la construction d'une stratégie de valorisation de sa marque employeur. Tout d'abord, qu'est-ce qu'est la marque employeur pour BioFuture? Bah, écoute, je crois que tu as bien résumé le sujet en termes de définition. Il y a un comparatif que j'aime bien, c'est l'équivalent effectivement de la marque commerciale pour le consommateur. Pour nous, c'est extrêmement important, c'est l'image. En fait, la marque employeur, c'est un peu l'image que nos collaborateurs et futurs collaborateurs, mais aussi nos parties prenantes, vont avoir de BioFuture. Donc, c'est clairement une vitrine pour nous. Elle doit permettre de fidéliser nos équipes, comme tu le disais, mais également de les rendre, en les rendant fiers, en les rendant heureux d'où ils travaillent, conscients aussi, parfois de la chance qu'ils ont de travailler, je veux dire chez nous, en tout cas, du choix qu'ils font. Et ça nous permet d'attirer également de nouveaux talents. On est en province, on n'est pas une grosse structure, donc c'est évidemment un levier extrêmement important pour nous pour attirer les talents de demain. On s'efforce vraiment d'être extrêmement cohérent quand on véhicule. Tu parlais d'authenticité.
c'est quelque chose, je crois, qui est très important. C'est comme quand on parle de sa marque, il ne faut pas montrer que la partie visible, sympa de l'iceberg. Je crois qu'il faut être extrêmement authentique dans ce qu'on véhicule et on essaie, nous, de véhiculer. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc de véhiculer ce qui fonctionne bien, les moments un peu plus difficiles. On met beaucoup en avant nos collaborateurs. On essaye d'avoir une image la plus authentique possible sur nos réseaux, sur les réseaux sociaux, LinkedIn notamment, Instagram ou autres. Et quelque chose qui est assez singulier et que je trouve assez agréable, c'est que quand les gens viennent chez nous, finalement, ils sentent qu'il n'y a pas de dissonance, il y a beaucoup de cohérence entre ce qu'ils voient, la perception qu'ils avaient sur des plateformes ou sur nos réseaux et ce qu'ils découvrent en interne. Donc voilà, donc c'est important pour nous que la perception de BioFuture soit la plus juste, la plus authentique et la plus attractive possible. Et puis au final, je trouve intéressant aussi de se dire que la marque employeur, ça doit être nos collaborateurs qui en parlent le mieux de la boîte. Avant que ce soit nos services com ou autres. Tu vois, tu me parlais hier, on a eu les 12 ans d'une collaboratrice de Lean qui fêtait ses 12 ans chez nous. Et ben, spontanément, elle a fait un post sur LinkedIn. On en parlait en aparté. Je trouve ça vachement sympa parce que finalement, quand ce sont les collaborateurs qui parlent de leur expérience après 12 ans dans l'entreprise, ben, on est dans le juste et elle n'est pas obligée de le faire. Elle le fait très spontanément avec le cœur et j'ai trouvé que c'était un beau témoignage. Et en tout cas, pour moi, je l'ai vécu comme un petit succès de notre marque employeur. Je suis complètement d'accord avec toi, Sébastien. D'ailleurs, ça m'a fait écho, ce petit post sur lequel je suis tombée hier soir, justement pour illustrer notre échange d'aujourd'hui et ton partage d'expérience auprès des labellisés. C'est vraiment ça, c'est le retour du concret d'expérience et de satisfaction d'un collaborateur ou d'une collaboratrice qui explique clairement un petit peu de ce dont on parle aujourd'hui. 12 ans de collaboration, ce n'est pas rien. Alors, à quel moment est apparu le sujet marque employeur chez BioFuture? Alors, je crois il a toujours été un peu dans l'ADN de la boîte. C'est-à-dire qu'on a toujours travaillé notre marque employeur sans trop savoir finalement qu'on le faisait. C'était un peu natif en parlant de ce qu'on fait, en racontant notre histoire, en racontant les difficultés qu'on traversait, en mettant en scène nos équipes, en partageant avec nos collaborateurs. Donc, ça a toujours été un levier assez naturel. En revanche, on a vraiment commencé à structurer, à prendre conscience du potentiel et de la puissance d'une marque employeur bien travaillée quand on a bossé sur nos certifications bio-entreprise durable et PME+. C'est là vraiment qu'on a touché du doigt la puissance. Alors moi, je dis la puissance de la marque employeur. Enfin, moi, je suis assez stupéfait de voir ce qu'on récolte quand une marque employeur est bien travaillée et qu'elle est juste et qu'elle est sincère. Donc, on ne peut pas empêcher nos collaborateurs de parler de nous. Donc, faisons plutôt en sorte d'en faire une force et qu'ils soient heureux, qu'ils parlent bien de nous. Et à travers le PME+, on a effectivement commencé à prendre conscience de ça et à structurer nos actions. Mais la marque employeur, elle est travaillée chez nous depuis la naissance de l'entreprise. Regarde, Lean a 12 ans d'ancienneté, elle a démarré chez nous, il n'y avait pas encore de réflexion ou de stratégie marque employeur. D'accord, très bien, merci Sébastien. Et est-ce que tu peux nous dire concrètement là, qu'est-ce que vous avez mis en place sur ces aspects-là de qualité de vie au travail, ressources humaines, cursus de recrutement? Non, je crois que vous avez des outils bien développés et aussi le développement personnel, enfin, l'épanouissement des collaborateurs au sein de votre structure. En fait, ouais, pour nous, la marque employeur, on essaie de processer le truc, c'est une espèce de pyramide. Il faut accepter déjà une chose. Alors moi, on en parle beaucoup avec les collaborateurs, il faut accepter que tout ne soit pas parfait. Il ne faut pas se mettre une surpression. On n'est pas dans un monde de bisounours. On est dans un monde aussi de concurrents, de compétition, dans un monde où il y a des aléas, des phénomènes macro. On le voit avec l'inflation, on l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec la crise en Ukraine. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut accepter que tout ne soit pas parfait. En revanche, ce qui est important, c'est de donner un cap aux collaborateurs et leur démontrer que l'entreprise agit de manière la plus sincère et la plus structurante possible pour eux. Pour moi, le premier sujet vraiment de la marque employeur sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est la question du sens. Alors moi, je trouve qu'on est dans une culture où l'entreprise
est très souvent un endroit où on va un peu à reculons. D'ailleurs, on dit vivement vendredi, tu vois, c'est vivement vendredi, le week-end est là. Moi, j'aime l'objectif de me dire qu'un collaborateur, il doit aussi se dire Happy Monday. Vivement lundi, je suis content de retourner au boulot. Et ça, c'est vraiment le challenge numéro un qu'on s'adresse. Et je pense que ça passe pas par les artifices, ça passe pas par l'emballage du paquet cadeau, ça passe pas par avoir un baby-foot dans la salle de pause. Je pense que ça passe vraiment par la question du sens. Donc, la raison d'être de l'entreprise et la raison pour laquelle les collaborateurs vont rejoindre l'entreprise. Dans quelle mission ils vont s'engager, car venir bosser effectivement chez nous ou chez autrui, ça ne doit pas être, comme dit Total, ça ne doit pas se faire par hasard. Donc, ça doit être teinté de sens. Ça doit être tâté, on doit être fier du choix qu'on va faire. Ça ne doit pas être un choix par défaut, ça ne doit pas être un choix qu'économique. Ça doit d'abord se dire tous les matins, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me motive. Moi, je considère que quand on recrute un collaborateur, c'est un peu comme un mariage. Donc, il faut bien se connaître. Il faut lui dire la vérité sur ce qui va fonctionner, ce qui est plus compliqué et ce qu'on attend de lui. Et lui doit bien se connaître pour également venir chez nous pour les bonnes raisons. Donc, on a presque, nous, dans le process de recrutement, t'en parlais, une petite brique un peu psychologique et analyse comportementale pour s'assurer que ce mariage va bien se passer et que les deux parties seront heureuses de faire ce bout de chemin ensemble. Donc, voilà, donc la question du sens, elle est très importante. Et nous, d'ailleurs, la raison d'être de l'entreprise, on a décidé de l'inscrire dans nos statuts pour qu'elle puisse être opposable par des tiers. Et ça permet de dire aux collaborateurs aussi ce sur quoi on s'engage, c'est-à-dire mieux nourrir les gens. Et ben, on va s'y tenir. Et c'est pour ça que vous allez venir travailler dans l'entreprise. Et c'est vrai que je suis très content de me rendre compte que les collaborateurs viennent avec joie au boulot. Ils font finalement assez peu de télétravail. Ils sont contents d'être là et ils sont très impliqués dans l'entreprise. Euh, Après, donc, on en parlait, hein, ça commence par la phase de recrutement. Alors nous, on a une phase de recrutement pour une petite entreprise, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre en place pas mal de choses à l'échelle d'une TPE. Et ce qu'on a structuré en premier, c'est le process de recrutement, puisque tout commence à ce stade-là. On a un process de recrutement qui est assez lourd et assez fastidieux, avec plusieurs étapes. Évidemment, une étape de sélection, une étape de filtre avec une grille, une étape de first call de 5-10 minutes pour vraiment très tourner sur le candidat pour arriver à creuser les petits points de CV qui auraient pu nous échapper. Ensuite, il y a des face-à-face avec le N+1 et puis éventuellement le N+2. Et à partir du moment où on a passé un certain nombre d'étapes, on fait systématiquement un test disque. Alors, le test disque, c'est un test comportemental, certains connaissent peut-être, hein, c'est un test de couleur où on va effectivement définir un peu le profil du candidat. Est-il plutôt attiré par les choses normatives, donc plutôt bleu, des choses qui vont être plutôt besoin de process, de règles? Est-ce qu'il va être plutôt créatif dans la théorie, donc plutôt jaune? Est-ce qu'il va être plutôt dans l'action, plutôt rouge? Donc, il y a des couleurs dominantes dans nos personnalités. Et on fait systématiquement ce test comportemental, même sur les alternants. On le débriefe avec un coach par rapport à la mission qui va être confiée au collaborateur, de façon à s'assurer qu'en termes de personnalité, il va être le plus possible dans sa zone de confort. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un bleu que de le foutre sur de la communication ou sur du commercial, terrain. Tout comme il n'y a rien de pire pour un jaune que de faire de la comptabilité toute la journée. Donc voilà, on va assez loin dans notre process et puis on termine par un dernier entretien croisé avec le coach qui est un entretien effectivement de motivation pure et d'arriver à creuser. Et parfois, on perd des candidats à ce moment-là parce qu'on a des candidats qui se rendent compte que finalement, ils venaient pour une mauvaise raison. Ils venaient parce qu'ils avaient envie d'aller vivre à Aix-en-Provence. Ils venaient parce qu'ils en avaient marre de là où ils étaient et qu'ils voulaient effectivement changer. Et on se rend compte qu'à ce moment-là de l'étape, on a des candidats en phase finale qui finalement ne sont pas retenus, parfois d'eux-mêmes, parce qu'ils se disent je vais rentrer dans quelque chose qui ne me correspond pas complètement. Donc, le process de recrutement chez nous, il est très structuré et il est effectivement très comportemental et psychologique. Ensuite, dans le suivi de la collaboration, puisqu'une fois que les collaborateurs sont là, effectivement, on essaye de suivre au mieux la collaboration. On soumet régulièrement ce qu'on fait au regard de nos collaborateurs pour s'assurer qu'on reste fidèle à ce qu'on leur a aussi promis, tout comme on s'assure qu'ils restent fidèles à ce qu'ils nous ont promis. Et donc, on administre tous les 2 ans un questionnaire en anonyme, donc en QVT, un questionnaire sur la qualité de vie au travail, pour évaluer la satisfaction de nos collaborateurs, mais également les points d'amélioration. Donc, c'est un questionnaire qui est anonyme, qui est construit avec un consultant RH, et les résultats sont partagés en public à l'occasion d'un séminaire avec tous les collaborateurs. Comme ça, il n'y a pas de triche.
on participe, on dévoile les résultats, on commente les résultats collectivement, et ensuite on travaille collectivement sur les solutions qu'on peut apporter sur les points un petit peu attendus en termes d'amélioration. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, on l'explique dans ces cas-là. Il y a des choses qui sont parfois un peu farfelues en termes de demande, mais ça permet effectivement de prendre de la hauteur, de se remettre dans un contexte plus global de qualité de vie au travail, et puis effectivement d'aller vraiment travailler sur ce qui semble vraiment pertinent pour la collectivité ou individuellement ou pas. Et ça, c'est un travail qui est extrêmement compliqué. Enfin, moi, pour l'avoir maintenant vécu 3 fois, c'est vraiment pas simple de se soumettre, de dévoiler les résultats et de subir les résultats d'un test anonyme, d'un questionnaire anonyme auprès des collaborateurs, parce que nécessairement, les collaborateurs, ils veulent toujours plus et que ce n'est pas toujours très confortable de se dire on ne peut pas donner toujours plus. Donc, il faut savoir dire non également, mais on le fait de manière extrêmement transparente. Après, toujours dans le suivi des collaborateurs, on attache beaucoup d'importance au développement personnel, tu en parlais. Je trouve que c'est chouette de se dire que quand une personne rentre chez nous, elle doit pas se développer uniquement techniquement en termes de compétences techniques, mais également, elle doit devenir une meilleure femme ou un meilleur homme dans sa vie de tous les jours. Donc, toi, on se disait qu'on passe un tiers de notre vie au boulot, tout comme on passe un tiers de notre vie au lit. Donc, moi, je milite pour acheter des très bons matelas. Et ben, j'essaie de faire en sorte que notre entreprise soit aussi un très bon matelas pour nos collaborateurs et qu'ils deviennent des personnes encore meilleures, mieux dans leur peau, plus alignées. Et donc, pour ça, on les accompagne. On a organisé il y a 2 ans un séminaire où on est partis tous ensemble pendant 4 jours avec un cuisinier et un nutritionniste. Et on a eu 4 jours de formation à la nutrition et à la cuisine saine avec préparation de nos repas en collectivité. Donc, c'est à la fois un exercice super pour le team building, mais également, on en ressort nécessairement avec un regard sur l'alimentation, avec la capacité de mettre en pratique un certain nombre d'acquis sur manger un peu plus végétal, savoir associer les saveurs, savoir préparer les légumes, etc., etc. Et on en ressort tous un peu grandis sur un élément qui est clé pour nous, qui est l'alimentation. Donc, on a poursuivi ce séminaire avec des cours de cuisine trimestriels offerts par l'entreprise. Et ensuite, on demande aux collaborateurs d'aller transmettre ce qu'ils ont appris dans une organisation de leur choix, une école ou autre, de façon à aller partager ce qu'ils ont appris au sein de l'entreprise et qu'on ait toujours un système de acquisition, transmission. Et quand on transmet, on consolide aussi ses acquis. En termes de développement personnel, on a fait former tous les collaborateurs à la sécurité publique, puisqu'on a tous été formés PSC1 chez les pompiers, où on a passé 2 jours. Donc ça, pareil, je trouve que c'est important de se dire qu'on doit être en capacité d'aider les autres. On fait des ateliers de développement personnel à chaque séminaire. On a un séminaire trimestriel. À la fin de chaque séminaire, on a un atelier de développement personnel. Les derniers, c'était sur la sophrologie, sur le yoga du rire. Voilà, ça, des choses qui peuvent paraître un peu perchées, mais les collaborateurs, finalement, se révèlent un peu différemment que, voilà, on se met un peu à nu, on lâche un peu prise et on montre un autre visage de soi également. Donc, c'est des moments extrêmement sympas. Et puis, enfin, on n'oublie pas le cadre de vie au travail. Quand on a fait faire les bureaux, on a fait venir une experte en Feng Shui de façon à faire un bilan individuel de chaque collaborateur et ensuite d'organiser également les bureaux dans une logique de Feng Shui pour qu'on soit le mieux possible en termes d'énergie. Donc, les bureaux ont été aménagés comme ça. On a aménagé également un coin vestiaire-douche pour que les collaborateurs puissent aller courir le midi. Nous, on a la chance d'être en pleine nature, donc pour pouvoir aller courir le midi, faire du sport, avoir une activité physique. On a une terrasse qui est aménagée face aux vignes. On a aménagé une cuisine. On a négocié avec le supermarché à côté de chez nous 10% de remise, c'est un supermarché bio, 15% de remise pour tous les collaborateurs. Donc voilà, donc on essaye de créer effectivement un écosystème qui soit un cocon qui soit très agréable pour les collaborateurs, également en termes de vie au travail. Et pour finir, les dernières choses qu'on a mis en place, c'est pas mal, désolé, la liste est un peu longue, hein, on veille à ce que la communication circule bien, que ce soit en interne, au quotidien évidemment, avec des outils collaboratifs type Slack, où on a tout un tas de petites rubriques, avec des petites rubriques sur les succès de chacun, petites rubriques sur la qualité de vie au travail. On a un copil restreint qui se passe tous les mois. Donc, sur une entreprise de vin, on a structuré un copil pour que je ne sois pas le seul décideur de ce qui se passe dans l'entreprise. Et on a nos séminaires trimestriels où là, on se retrouve tous une journée complète avec un déjeuner sympa pour chacun partager sa feuille de route aux autres, de façon à ce que tout le monde sache aussi un petit peu où va l'entreprise de manière globale.
Et on n'hésite pas sur l'externe à mettre en avant. Moi, je trouve que c'est important de mettre en avant ses collaborateurs. En tant qu'entreprise, on met beaucoup en avant nos produits. On se met parfois beaucoup en avant en tant que dirigeant, mais il ne faut pas oublier que c'est tous les autres qui font le job. Et je trouve que c'est assez chouette de pouvoir leur rendre hommage régulièrement, de les mettre en avant et de faire valoir ce qu'ils font de très bien. Donc, c'est une forme de reconnaissance publique. On n'hésite pas à mettre en avant régulièrement sur nos réseaux nos collaborateurs. Voilà, à peu près pour… Parfait, merci beaucoup Sébastien. Oui, c'est comme tu dis, la liste est un petit peu longue, mais justement, c'est ça qui, je pense, est riche et va intéresser les personnes présentes. C'est Pour bien structurer, tu vois, on a vraiment le sens qui est la base. On a ensuite le développement personnel individuel des collaborateurs qui est important pour nous. Puis ensuite, on a l'emballage, je vais dire, qui est un peu le cadre de vie au travail. Et puis enfin, on a tous les systèmes de communication qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que ce soit fluide. très clair. Alors moi, ma question suivante, ça va être par rapport à PME+. Quel est l'apport de PME+ dans la valorisation de la marque employeur au futur? Alors, avant d'avoir l'audit PME+, on s'est posé la question de à quoi ça sert de se faire auditer par PME+. En plus, ça a un coût. Eh ben, on est ravi de l'avoir fait, on est ravi de continuer à le faire parce que c'est soumettre nos bonnes pratiques à une forme d'expertise, à une certification. Donc, c'est accepter de faire auditer, de challenger nos bonnes pratiques. Et parfois, on met en place des choses, et on l'a découvert dans le cadre des audits, hein, avec PME+, parfois on met en place des choses qui nous paraissent super, mais en fait, en termes d'impact, qui sont assez négligeables. Et on ne voit pas, à contrario, des choses qui peuvent être super importantes, pas si compliquées à mettre en œuvre, et qui sont super profitables. Donc, c'est vrai que l'avantage de la certification, c'est qu'elle nous permet de mettre le poids du corps au bon endroit pour les collaborateurs et d'être certain que c'est là, effectivement, qu'il faut creuser et qu'il faut travailler. Donc, pour nous, ça a été effectivement, c'est un vrai plus que la certification. En plus, ça permet de concrétiser également le sens de notre mission. Ça permet derrière de structurer nos démarches et de bâtir un petit plan d'action dans le temps. Et donc, comme je te le disais, vraiment de parfaitement identifier là où on doit encore faire mieux et là où parfois on fait et ça ne sert pas à grand-chose. Ça doit complètement faire sens auprès de nos PME+ présentes là. Je pense que Ah bah, je suis sûr, parce que tu mets le ça doigt veut… sur ce que chacun vit avec l'audit et le fait de rester dans cette démarche d'amélioration continue. Exactement, et Totalement. ça Ouais. vaut là pour le social, mais tu as raison, ça vaut pour l'impact environnemental, par exemple, hein. Nous, avant, on mettait en avant le fait qu'on triait les papiers. C'est complètement négligeable par rapport à la consommation énergétique des équipements informatiques. Donc, on a plutôt mis le poids du corps là-dessus, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un truc qu'on n'avait pas identifié. Donc vraiment, moi, je suis très heureux quand on a des audits, on le voit comme non pas comme un truc chiant, mais comme un vrai axe de progrès. Ouais. Bien sûr. J'insiste un petit peu, mais quelle était votre motivation pour être labellisé et les impacts que ça a plus profondément au futur? Alors nous, tu vois, déjà, il y a un souci de cohérence. C'est-à-dire qu'on essaye de nourrir les gens en prenant soin du vivant, donc de les nourrir pour qu'ils restent en bonne santé, de préserver la biodiversité, donc le vivant dans son ensemble. Le vivant, ça commence quand même par nos collaborateurs. Donc, il faut être cohérent, il faut prendre soin de ses collaborateurs également. Et ce qui est formidable, c'est quand un collaborateur, vous en prenez soin, il vous le rend au centuple. C'est le paradoxe, c'est-à-dire que on ne le fait pas au départ pour ça, mais on se rend compte qu'un collaborateur qui se sent considéré, qui se sent écouté et qui est heureux de venir au travail, il donne 100 fois plus. On a des gains de productivité qui sont formidables. Et vraiment, moi, je réinsiste là-dessus. On a une tendance parfois à penser que c'est l'organisation qui fait les hommes, mais non, non, ce sont vraiment les hommes qui font l'organisation. Moi, j'aime bien le parallèle parfois avec la parentalité. Quand je suis devenu papa, au début, je me disais, j'ai un rôle d'éducation et c'est à moi d'apprendre à mes enfants. C'est faux. La vérité de tout ça, c'est que ce sont mes enfants qui m'apprennent beaucoup plus que je leur apprends. Et c'est pareil en entreprise, nos collaborateurs nous apportent beaucoup plus que je leur apporte, je pense. Ils m'apprennent beaucoup plus que je leur apprends. Et donc, du coup, je leur suis redevable. Je pense que c'est important de garder à la tête que ce sont eux qui font BioFuture et absolument pas l'inverse.
Très bien, totalement. Alors, quels sont enfin enfin, les bénéfices pour BioFuture d'une marque employeur perçue par l'externe? Alors, bon, il y en a plusieurs. Déjà, quand c'est perçu positivement par l'externe, ça renforce la fierté des collaborateurs. C'est extrêmement agréable pour les collaborateurs, tu vois, quand on arrive en magasin ou quand on est. Ben, qui se disent ah ben, vous avez de la chance de bosser là-bas, ça a l'air sympa, ah ben, c'est bien ce que vous faites. Tu vois. C'est extrêmement satisfaisant aussi pour les collaborateurs d'avoir une image de l'entreprise qui est positivement perçue. Euh, Ensuite, effectivement, en termes de bénéfices, on en parlait tout à l'heure, il y a une implication qui est accrue, il y a une productivité qui est accrue, nous, il n'y a pas d'absentéisme. Enfin, c'est assez fou, j'ai bossé dans d'autres organisations. Chez nous, les gens, ils ont le Covid, ils bossent. Enfin, c'est moi qui leur dis arrêtez, quoi. Enfin, voilà, reposez-vous. Donc, on sent que quand les gens sont passionnés et considérés, ils le rendent vraiment. Après, il y a un alignement assez naturel entre les équipes et la mission, ce qui fait que c'est très lisible aussi de l'extérieur. Il ne faut pas oublier qu'une entreprise qui dit moi, je veux faire bien, mais qui finalement a des collaborateurs malheureux qui n'en parlent jamais, ce n'est pas cohérent. On n'imagine pas que les produits peuvent être faits avec passion et exigence quand on a des collaborateurs qui ne sont pas considérés. Donc, on se dit voilà, nous, on se donne beaucoup de mal pour faire des bons produits. On se donne beaucoup de mal pour faire en sorte que les collaborateurs aussi soient des bonnes personnes et qu'ils soient heureux là où ils sont. Donc cet alignement, je pense qu'il est lisible de l'extérieur. Et je pense que du coup, ben, ça rend notre démarche assez cohérente et plus attractive. Et enfin, vu de l'extérieur, ce qui est top, c'est qu'en termes de recrutement, je pense qu'on n'est pas les seuls à être confrontés à des problématiques de recrutement. Il y a certains métiers où c'est extrêmement compliqué. Les métiers commerciaux, par exemple, sont extrêmement compliqués à recruter. Certains métiers autour du marketing ou de la com, et dans nos régions notamment, sont parfois beaucoup plus compliqués à recruter. Donc, avoir une marque d'employeur qui est, entre guillemets, positive et solide et qui a l'air sincère, nous, on a beaucoup d'appels entrants, on a beaucoup de candidatures spontanées et de gens qui viennent vraiment pas par hasard. Donc, je suis très emmerdé parce que j'aimerais embaucher tout le monde, mais malheureusement, on ne peut pas économiquement. Mais c'est vrai qu'on a très rarement, on a très rarement des soucis de recrutement. On trouve très souvent les bonnes personnes et donc, du coup, on a très peu de turnover parce qu'on a des castings qui sont assez bons dès le départ. Voilà. D'accord, parfait, très bien. Ah oui, en effet, c'est des résultats concrets, hein. Je suppose que vous les mesurez RH, hein, comme tu dis, vous n'avez pas d'absentéisme et des candidats, beaucoup de candidatures, pas de difficulté au recrutement, ça c'est quand même très parlant. Sachant que nous, tu vois, on a une petite limite, Catherine, c'est qu'il y a des entreprises dans lesquelles il y a un autre élément qui est important et sur lequel on travaille, qui est le plan de carrière qu'on peut proposer aussi à un collaborateur en termes d'évolution. Ça, c'est un sujet pour nous sur lequel on essaye de plancher et qu'on planche à chaque entretien annuel. Mais quand tu es une petite boîte, ben voilà, il y a un moment, quand tu es directrice marketing, le poste suivant, c'est le mien, celui du fondateur. Quand tu es responsable de com, que tu es directrice marketing, ben, tu es un peu plafonné. Donc, il faut aussi accepter ça quand les collaborateurs viennent. Donc, il faut leur proposer autre chose. Il faut leur proposer autre chose dans cette aventure et leur faire comprendre aussi que leur travail va permettre d'étoffer la structure et donc de les faire progresser en management, de staffer leurs équipes et de leur offrir de nouvelles opportunités. C'est-à-dire qu'ils deviennent partie prenante de leur plan de carrière. Oui, oui, c'est clair, très bien. Merci beaucoup, Sébastien. Une petite question de conclusion et peut-être d'ouverture sur les questions que vous aurez, vous tous, sur la deuxième partie du sujet. Quels seraient tes conseils pour les labellisés présents souhaitant valoriser leur marque employeur? Euh, alors, je dirais d'abord de bien se connaître en termes de raison d'être et de mission pour ne pas se mentir ou pour ne pas donner une image qui est un peu fausse ou décalée de la réalité. Parce que je pense que quand on se ment, on finit par mentir aux autres et c'est pas pérenne, c'est pas durable. Ensuite, c'est d'assumer de ne pas être parfait. Et ça, c'est un sujet qui vaut pour le marketing sur nos marques commerciales, tout comme sur notre marque employeur. On a une tendance à ne communiquer que sur ce qui va bien. Nos marques commerciales, quand on s'écoute tous, elles sont toutes parfaites. Alors, dans la réalité, bien sûr que non, c'est compliqué, on ne peut pas être parfait, voilà, on est dans un monde qui est complexe. Et je pense que les consommateurs, tout comme les collaborateurs, ils ont envie d'entendre la vérité. Voilà, on est prêt à aller au challenge, on est prêt à aller au combat,
mais ce qu'on n'a pas envie, c'est qu'on nous raconte des cracks et qu'on nous vende une espèce d'illusion. Donc, c'est effectivement assumer de ne pas être parfait, mettre en scène les équipes, les féliciter, les encourager, les valoriser. Et puis enfin, je dirais, alors évidemment, s'appuyer sur le référentiel PME+, parce que c'est un référentiel solide qui est très structurant, mais pensez d'abord au cadeau avant de penser à l'emballage. On peut avoir, si on fait un parallèle avec le développement durable, on peut avoir l'usine la plus écologique possible. Si le produit qui en sort, c'est un produit qui est catastrophique pour l'environnement, on n'est pas dans une RSE durable. C'est pareil, avant de penser à l'emballage, au cadre de vie, au baby-foot et au ticket restaurant, je pense qu'il est important de se pencher sur le fond du sujet, qui est le développement personnel de nos collaborateurs et le sens qu'ils vont trouver dans nos organisations. Voilà. Écoute, c'était très clair. Merci beaucoup, Sébastien. J'ai une question qui apparaît déjà sur le chat, mais là, à partir de maintenant, je vous invite si vous souhaitez poser vos questions, que ce soit sur le chat ou en direct, il n'y a aucun souci. Alors, j'ai quelqu'un qui a levé la main tout à l'heure. Je n'ai pas le prénom, mais c'était Rodriguez. Et je vois qu'il y a une question de Oui. Guylaine Perron. Les collaborateurs sont-ils tous d'accord pour apparaître sur les réseaux sociaux? N'y a-t-il pas de frilosité de leur part? C'est une bonne question. Alors, il y a la notion de est-ce qu'ils sont d'accord et il y a la notion de est-ce qu'on a le droit. Donc, nous, quand on embauche un collaborateur, on lui fait signer un petit document où on lui dit qu'on pourra effectivement, il y a une forme de droit d'image où il pourra être amené à être visible sur certains réseaux de près, de loin. Donc, on essaye de baquer la notion de droit. Et au-delà de ça, évidemment, tous ne sont pas à l'aise avec l'idée d'apparaître sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment au libre arbitre des collaborateurs. On en parle à chaque fois. Nous, on essaie de le valoriser comme une opportunité et une reconnaissance pour eux. Ils l'accueillent comme tel. Après, effectivement, ceux qui ne souhaitent pas, on respecte complètement cette liberté-là et ce choix. Mais globalement, les collaborateurs jouent plutôt le jeu d'apparaître sur les réseaux sociaux et de se mettre en scène. C'est aussi un bon indicateur de fierté, d'appartenance à l'organisation. Je rebondis, c'est vrai qu'on parlait du poste tout à l'heure de la collaboratrice qui est entrée dans la société au tout début et qui fêtait ses 12 ans de carrière chez vous, qui a fait un poste LinkedIn qui allait complètement dans le sens du sujet d'aujourd'hui. La photo qu'elle a publiée, c'est une photo d'équipe. Donc, voilà, elle ne s'est pas mise en scène même. Je pense que ça valorise aussi ses propres collègues, l'équipe dans laquelle elle travaille, l'entreprise dans son ensemble. Donc, il y a peut-être des collaborateurs qui vont être réfractaires, et c'est leur droit, évidemment. Mais voilà, je pense que ça reste des cas assez isolés qui sont possibles de traiter de façon isolée aussi, à part. Ouais, exactement. Moi, je l'ai découvert hier soir, son post, donc c'était marrant. Je me suis fait la même remarque. Je me dis, tiens, elle a choisi, effectivement, elle aurait pu prendre une photo anniversaire de quand elle a démarré. Elle a pris une photo d'équipe assez récente. Je trouvais que c'est révélateur. Ouais. Révélateur, ouais. Tout à fait. Écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions sur... Alors, je n'ai pas de questions sur le chat, mais j'ai quelqu'un qui avait levé la main tout à l'heure. Donc, peut-être qu'on a répondu à sa question. Moi, j'avais... avec plaisir. Alors, personnellement, peut-être que tu vas pouvoir m'indiquer quels indicateurs vous utilisez pour mesurer votre marque employeur. Est-ce qu'il y a des chiffres, hormis les chiffres RH, qui peuvent être intéressants à mesurer, à mettre en avant? Alors, oui, il y a effectivement les chiffres RH de turnover, d'absentéisme,
Mais pour nous, il y a des indicateurs également qui sont les candidatures spontanées qu'on reçoit, également, qui sont des bons indicateurs. On a également, un autre, enfin, avec le questionnaire qu'on a mis en termes de QVT sur la satisfaction au travail tous les 2 ans, on a quand même ce point qui nous permet de voir un peu où est-ce qu'on en est en termes de jauge et parfois voilà, de redéfinir un nouveau cap sur les 2 ans qui suivent. Et puis après, nous, on a la chance, alors c'est plus informel, mais on est une petite structure, on est tous sur quasiment le même site. On a pas mal d'outils également de partage en communication. Donc la communication passe très vite et quand il y a un malaise ou quand il y a un collaborateur qu'on ne sent pas complètement dans ses baskets, ça se voit tout de suite et le manager le remonte très vite de façon à ce qu'on ne laisse pas la situation. Vraiment, moi, ça peut-être un conseil, c'est qu'effectivement, quand on a un collaborateur qui ne se sent pas bien, qui ne se sent pas au bon endroit, il vaut mieux agir assez rapidement et c'est parfois lui rendre service que de définir avec lui un nouveau projet, peut-être en dehors de l'entreprise, plutôt que dans l'entreprise, que de le garder coûte que coûte, parce qu'on le maintient dans un inconfort qui va à un moment pénaliser l'organisation. Et très souvent, pour moi, c'est très difficile de me séparer de collaborateurs, mais ça peut arriver de se tromper. Mais très souvent, je me suis rendu compte que prendre la décision de me séparer d'un collaborateur qui est un peu en mal-être, c'est lui rendre service parce que c'est le remettre sur son chemin. Et on a eu le cas avec une collaboratrice qui est voilà, qui en fait était passionnée de yoga, était prof de yoga et qui a monté son centre de yoga et qui depuis s'éclate. Et je suis très heureux finalement qu'on ait pris la décision de se séparer d'un commun accord pour qu'elle soit sur voilà, qu'elle soit sur son chemin. Même si c'est contraignant de perdre une collaboratrice et même si c'est anxiogène pour elle de quitter son job, c'est parfois rendre service que de dire la vérité. Bien sûr. J'ai une question de Mathilde. Euh, Quels sont les canaux de diffusion de vos annonces de recrutement? Alors, ça dépend du type de poste recherché. D'abord parce que quand on est sur des profils plutôt commerciaux, marketing, on utilise pas mal LinkedIn. D'abord, on utilise effectivement notre LinkedIn, puis ensuite LinkedIn payant. On utilise également beaucoup nos réseaux propres à chacun. Donc, en fait, on n'hésite pas à faire partager par les équipes sur leurs réseaux, ceux qui le souhaitent, nos recherches. Donc, on utilise nos réseaux sociaux également, parfois consommateurs. Et ensuite, on a quel job et voir Indeed et l'APEC, évidemment. Donc, on passe toujours par l'APEC ou par Pôle emploi. Et puis, Indeed et quel job. Mais Indeed et quel job, on trouve que les profils sont notamment Indeed beaucoup moins qualifiés. Donc, on s'en sert beaucoup quand on est en recherche d'alternants. Très bien. OK. Pour continuer dans le partage d'outils que vous pouvez utiliser, j'ai une question qui nous demande le nom c'est Colline qui nous demande le nom de votre questionnaire QVT. Est-ce que vous avez un questionnaire euh, formaté que vous utilisez ou c'est quelque chose que vous avez mis en place en interne? Alors, c'est quelque chose qu'on a mis en place en interne et qu'on a développé un peu ad hoc avec un consultant. Mais je peux voir avec Lynn pour le partager. Si ça peut aider, je peux passer par toi, Catherine, pour voir ce Bien questionnaire. sûr. Il n'y a pas de problème. C'est super, c'est adorable. Je pense que ça peut aider à y voir clair dans ce qui peut être diffusé aux collaborateurs. En plus, je vois que Colline est une voisine. Parce que nous, on est à Ah, Venelle. Et je vois que c'est la confiserie du roi René. exactement, vous Entre êtes en voisins. Provence tous. Très bien. Bon, on a répondu à la question de Colline. J'avais une question juste au-dessus sur le type de collaborateur de BioFuture. Est-ce que vous avez des collaborateurs à la fois salariés sur ligne de production et des personnes administratives et commerciales? Alors, on n'a pas de personnel sur ligne de production. On a des personnels qui sont effectivement administratifs, donc beaucoup administration des ventes notamment, commercial, donc terrain à la fois chef de secteur et compte clé. Et puis, on a ensuite des profils qui vont être communication, marketing, office management. Donc, Très bien. donc évidemment, en fonction des populations qu'on a à traiter, voilà, l'exercice peut être un peu plus complexe, mais je pense que les fondamentaux restent assez proches.
Mais les problématiques vont être propres à chaque structure d'entreprise, effectivement, avec un outil industriel peut-être différente. L'approche RH est différente. Ouais, et puis avoir des Effectivement, niveaux de qualification qui font que parfois, voilà, voilà, chacun, tu sais, les collaborateurs, ils voient tous aussi, c'est naturel, un petit peu midi à leur porte. Donc, il faut arriver à composer aussi avec le fait qu'on ait tous des attentes et une vision un peu différente du monde du travail, de l'employeur, et puis aussi qu'on évolue dans nos vies personnelles. exactement, c'est ça. Oui. Euh, alors, question très concrète, alors ce sera peut-être aussi l'objet si le document, le questionnaire peut être partagé, c'est le nom de votre consultant RH. Ouais, alors, on en a deux. On en a une pour les parties plus RH, QVT, structuration de notre politique RH qui s'appelle Julie Martellotto. Mais je pourrais te le partager aussi, Catherine, il n'y a aucun problème. Avec Julie plaisir. Martellotto. Et ensuite, pour toute la partie accompagnement, recrutement et éventuellement, on fait également coacher certains de nos cadres. On les fait coacher par un consultant. Là, la société s'appelle Human Line, Human Line, Line. Et voilà, c'est un expert en administration, notamment de tests comportementaux. C'est un coach RH qui accompagne des grosses organisations également. Human Line, il est à Aix-en-Provence. Donc, je pourrais également te passer les coordonnées. Mais, enfin, franchement, ça a été extrêmement bénéfique. On est très content de cette collaboration. Très bien, Donc, j'ai mis vraiment dans le chat. Euh, parfait. D'autres questions orales ou écrites? Les 10h01. Je suis ravie du respect du timing. En tout cas, on est vraiment dans un format, enfin, je pense, hein, qui correspond bien aux problématiques de chacun d'enchaîner sur sa journée. Hein. En tout cas, pour conclure, merci beaucoup Sébastien merci euh, merci à toi, merci à pour vous également. ce partage d'expérience qui est très riche, qui je pense on aurait pu y passer la matinée, mais on reste ouvert évidemment à tout échange par la suite. Ce que je vous invite à faire, c'est n'hésitez pas à m'envoyer un mail à la suite du café pour plus d'échanges. Je me ferai une joie de transmettre. N'hésitez pas aussi à nous faire un partage de un retour d'expérience du format, parce que c'est le deuxième événement qu'on fait dans ce sens-là et on a l'intuition que c'est une bonne idée, mais si vous avez la gentillesse de nous faire un retour, on sera ravis pour alimenter nos supports. Je vous propose une petite photo pour finir, il reste quelques personnes quand même. Si vous voulez bien réallumer vos caméras. C'est important pour la marque employeur de la FEF. Exactement. Est-ce que tout le monde veut bien rallumer sa caméra? Alors, ça arrive. Ça sera publié si vous m'autorisez sur les réseaux sociaux. Ça y est, c'est très bien. J'ai quelques caméras qui ne s'allument pas, mais on va prendre la photo. Vous êtes prêts? Petit sourire. Et c'est parti. Parfait. Je vais faire un test rapide. Et ben c'est tout bon. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour un prochain Café PME+. Au revoir.